Bonjour à tous! Je voulais faire là, une petite vidéo spéciale sur le cercle vicieux de la désobéissance à l'adolescence. Donc, au fond, on dirait souvent quand nos choux sont ados, qui sont pris dans une espèce de... qu'on est pris avec eux. Au fond, c'est un phénomène qui arrive à deux. Donc, on est pris dans une espèce de de boucle de frustration, de désobéissance par rapport à notre adolescent. Donc, au fond, il écoute pas, donc on n'est pas super content. Plus on n'est pas content, plus il a l'air de pas écouter. Donc, ça fait un cercle vicieux. Donc, le cercle vicieux de la désobéissance quand nos chiens sont adolescents. Et au fond, cette vidéo-ci va être en deux parties. Donc, il va y avoir les causes et il va y avoir les solutions. Donc, ici, on est dans la vidéo sur les causes. Donc, au fond, qu'est-ce qui crée cette espèce de cercle vicieux de la désobéissance à l'adolescence? Donc, la raison pour laquelle j'ai voulu parler de ça, c'est que Zeph, qui a un an et 2 mois, et en plein dedans, au fond, ça l'a frappé vraiment tard. Donc, Ellie et Rina, ça l'a été avant 1 an, mais lui, c'est arrivé un peu plus tard. Zeph a toujours été un chien qui est naturellement très obéissant. Donc, j'ai jamais vraiment eu de problème d'obéissance avec lui. C'est un super bon petit toutou. Même en ce moment, il est encore vraiment bon. Mais il écoute un peu moins là, de ces temps-ci. Donc, des fois, il faut que j'insiste un petit peu plus pour qu'il m'écoute. Il a tendance à aller un peu loin, ou des fois, c'est un peu plus long avant qu'il m'écoute, ou il faut que j'insiste, comme je le disais. Et je me suis rendu compte, au fond, que cette espèce de cercle vicieux-là était légèrement en train de s'installer. Cercle vicieux que j'ai vu de nombreuses fois avec plein de clients, que j'ai eu des amis aussi. Bref, si vous vous retrouvez dans ce que je décris, c'est normal. Donc, au fond, le but ici, c'est de reconnaître au début quand ça s'installe pour être capable d'appliquer les solutions. Donc, comme je le disais, ce qui s'est passé avec Zeph, c'est que je me suis rendu compte que plus j'insistais pour qu'il écoute, au fond, moins il avait tendance à vouloir écouter, et c'est là, au fond, que j'ai décidé de complètement renouveler mon approche pour régler ce problème-là. Donc, on va enchaîner, au fond, avec les causes de ce cercle vicieux de la désobéissance à l'adolescence. Donc, au fond, la première, c'est, on en a déjà parlé, l'intérêt pour l'environnement. Donc, les chiots adolescents vont énormément avoir d'intérêt pour l'environnement. C'est normal parce que, au fond, quand ils sont jeunes, les chiots sont beaucoup concentrés sur leur humain. C'est une stratégie de survie. Ils ont tendance à rester naturellement très proches. À l'adolescence, les sens vont se développer et ils vont avoir beaucoup plus d'intérêt pour l'environnement, et aussi il y a beaucoup d'instincts de chasse qui vont surgir au fond, donc de envie de chasser et d'explorer qui vont surgir. Ce qui fait que l'intérêt de votre chiot n'est plus sur vous, mais tout en périphérie sur ce qui concerne l'environnement. Donc, c'est plus difficile pour eux de nous écouter quand on leur demande quelque chose, tout simplement parce que quand on leur demande, par exemple, de revenir, ça veut dire de laisser cette chose-là, l'environnement qui est soudainement si intéressante pour eux, pour venir vers nous. Donc ça ici, c'est la cause première. La deuxième cause, au fond, qui vient alimenter la première, c'est que beaucoup de gens vont arrêter de payer les comportements qu'ils aiment. Donc quand on a un jeune chiot qui est en apprentissage de la vie, des bonnes manières, donc que tout le monde, au fond, comme on suggère, vont beaucoup payer les comportements qu'ils aiment. Quand ils vont dire assis, le chiot il s'assoit, ils vont donner une croquette. Quand ils sortent le chiot à l'extérieur, par exemple, pour aller faire des promenades, ils amènent des biscuits avec eux, ça va super bien, ils arrivent à avoir bien l'attention de leur chiot. Et comme ça va bien, les gens, naturellement, vont progressivement arrêter de payer. Et là, on a, au fond, ces deux phénomènes-là qui arrivent en même temps. Donc, le chiot a beaucoup plus d'intérêt pour l'environnement, et la personne, parce que ça allait bien, au fond, a commencé à arrêter de
payer. Donc, non seulement quand on demande, par exemple, à notre chiot de revenir ou on est en une promenade en laisse, il fixe une odeur ou quelque chose et qu'on lui demande de s'en venir, non seulement on lui demande de laisser cette chose qui est tout à fait hyper intéressante pour lui, mais en plus, quand le chiot finit par écouter, il n'y a pas de récompense. Donc, c'est doublement punitif pour lui. Alors que souvent, il s'attendait à en avoir une. Ce qui fait que les fois suivantes, on les demande d'écouter, ont moins tendance à le faire parce que c'est pas à son avantage, puis il est en train de faire quelque chose qui est super intéressant. Ce qui fait que le chien va de plus en plus, au fond, de moins en moins écouter à cause de ces deux phénomènes-là en parallèle. Aussi, le chiot va commencer à tester un peu son pouvoir sur son environnement, de regarder au fond conséquences par rapport à ses actions, par rapport à ses décisions. Donc c'est en plein dans l'âge où le chiot au fond apprend c'est quoi les limites de son pouvoir sur l'environnement, ce qui si votre chien était un chien errant, donc un chien sauvage, serait nécessaire à sa survie de comprendre c'est quoi les comportements qui fonctionnent dans une optique, au fond, de survie. Donc, manger, se reproduire, si votre chien il est intact, protéger sa propre vie aussi. Donc, il y a ces trois phénomènes-là en parallèle. L'intérêt pour l'environnement, le fait que les gens arrête de payer, aussi le chiot qui teste qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour essayer de favoriser les comportements qui fonctionnent le plus dans une optique de stratégie de survie. Bien entendu, nos chiots vivent dans nos maisons, ils n'ont pas besoin de se demander s'ils vont manger, ils n'ont pas besoin de se demander s'ils ne seront pas attaqués pendant la nuit parce qu'ils vivent avec nous, mais ça reste quand même des comportements normaux d'un chien qui grandit et veut pas cet instinct-là de préservation, de survie est présent. Et il s'installe donc un cercle vicieux de frustration mutuelle entre le gardien, c'est-à-dire vous, et son chien. Donc, la personne demande quelque chose, le chiot obéit plus ou moins, la personne n'est pas contente, donc ça paraît... On a beau essayer d'être le plus possible, veut pas s'apparaître dans notre attitude, on n'est pas content parce que si on a demandé à notre chien de s'en venir, c'est parce qu'il y avait une bonne raison. Donc, ça apparaît dans notre attitude. Le chien trouve qu'on est donc désagréable. Vous comprenez que j'anthropomorphise un peu, mais on n'est plus une source de bonnes choses parce que notre attitude transparaît qu'on n'est pas content. Donc, il y a encore moins tendance à écouter. Et nous, de notre côté, cette attitude-là de nous ignorer, c'est excessivement frustrant. Donc, d'un bord comme de l'autre, il y a énormément de frustration l'un envers l'autre. Et cette frustration mutuelle-là à l'adolescence est ce qui cause énormément de tension, au fond, entre le chien, le jeune chiot en développement et son gardien. Et la solution qui arrive naturellement, encore là, si vous le faites, ne vous auto-flagellez pas. On le fait tous à un certain degré. Ce qui est important, c'est de s'en rendre compte. On a tendance à mettre plus de pression sur notre chiot pour qu'il écoute. Donc, admettons que par exemple, Zeph, je lui demande de rentrer dans la cour, il décide que ça lui tente pas, donc je vais répéter. Et dans mon langage corporel, par exemple, ça va paraître que bon, je ne suis pas très satisfaite du fait qu'il a fallu que je répète. Ou si je l'appelle, par exemple, dans la maison parce qu'il la achale une de ses sœurs, mais ça va paraître au fond dans mon comportement que je veux pas qu'il achale ses sœurs. Par exemple, Rina, elle aime pas quand les autres chiens la prennent par son poil de collier. Donc, c'est pas un chien qui aime beaucoup jouer avec les autres chiens. Et si Zeph l'écœure, vous comprenez que c'est pas si pire que ça. Pour lui, c'est du jeu. Mais Rina, elle aime vraiment pas, mais elle a tendance à rien dire. Donc, moi, je veux pas que Rina se fasse harceler. Mais Rina, elle dit rien. Puis Zeph, lui, il pense que s'il insiste, sa sœur va vouloir continuer à jouer avec lui. Donc, je mets de la pression sur Zeph en lui disant de revenir, d'arrêter. Et s'il n'écoute pas, mais je vais lui dire encore plus que je veux vraiment qu'il arrête. Et ce qui se passe, c'est que les gens vont mettre de plus en plus de pression sur leur chien. Encore là, c'est un réflexe qui est naturel. On le fait tous à un certain degré.
Mais là, on va avoir tendance à mettre plus de pression sur notre adolescent. Et les chiots adolescents, et c'est un peu la même chose avec les adolescents êtres humains, mais je n'ai pas d'enfant, donc je ne veux pas me mêler, mais les gens à qui j'ai expliqué ce principe-là, ils m'ont dit que c'était un peu similaire, ils avaient vécu la même chose, donc des gens qui sont parents, c'est que le chien a l'air de s'en foutre, donc d'être indifférent par rapport à ça. Rina vous dit allô d'ailleurs. Oui, allô Rina. Donc, le chiot a l'air indifférent face à cette pression-là supplémentaire qu'on lui met, mais dans les faits, ils sont très sensibles. Et leur façon d'exprimer cette sensibilité-là, c'est de se replier sur eux-mêmes. Donc, encore moins écouter, encore moins, au fond, partager avec nous et encore moins collaborer parce que ils vont se replier sur eux-mêmes face à la pression accentuée qui reçoivent sans qu'on s'en rende compte au fond de nous. Et la réaction, encore là, naturelle des gens, puisque le chiot semble pas réagir à cette pression-là, et qu'ils semblent indifférents, mais si c'est une façade, au fond, ils sont en train de se replier sur eux-mêmes, les gens vont mettre encore plus de pression, ce qui crée encore là un cercle vicieux de désobéissance et de frustration quand les chiots sont adolescents. Mais il y a des solutions, et comme je dis, on a tous tendance à le faire à différents degrés, donc même moi, je l'ai fait un mini peu avec Zeph, et tout de suite, je me suis rendu compte que Zeph est un chiot qui est excessivement sensible. Je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, donc je l'ai vu tout de suite et j'ai appliqué au fond les différentes solutions qu'il y a afin de briser ce cercle vicieux-là de pression et de frustration à l'adolescence, dont je vais faire part au fond dans le second vidéo qui est présenté dans le guide de survie du chiot adolescent. Donc, je vais vous revoir dans la prochaine vidéo dans laquelle on va parler là, des différentes solutions que vous pouvez mettre en place afin, comme je le disais, de briser ce cercle vicieux-là de désobéissance. Et juste pour faire un petit résumé des causes, donc on a l'intérêt pour l'environnement, on a le fait que les gens arrêtent de payer, on a aussi le fait que le chiot teste c'est quoi son pouvoir sur son environnement, y compris vous. Donc, c'est où les limites dans le but. C'est instinctif d'assurer sa propre survie. Il y a une frustration mutuelle qui s'installe. Donc, votre chien est frustré envers vous, vous êtes frustré envers votre chien. Et la réponse instinctive à ça, c'est de mettre de la pression sur notre chiot. Le chiot réagit en ayant l'air, au fond, d'être indifférent et en se repliant sur lui-même, ce qui fait qu'il est encore moins collaborant, donc on a encore plus tendance à mettre de pression. Donc voilà, et je vais vous voir dans le second vidéo qui va être présent dans le guide de survie pour l'adolescence canine, dans lequel on va parler des 5 solutions pour briser le cercle vicieux de la désobéissance et de la frustration à l'adolescence. À plus tard, au revoir!